Et bonjour les amis, et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo visite et découverte. La première de l'année 2026. Nous sommes dans le département du Vaucluse, au nord de la ville de Bolène, situé à flanc de colline, pour vous faire découvrir un site complètement insolite, niché au cœur même de la garrigue. Et vous raconter son histoire fascinante, dont ses origines remontent à la préhistoire. Alors, vous êtes prêts? Bienvenue au village troglodyte de Bari. Nous commençons notre histoire qui, d'après les récits de Tite-Live, un historien de la Rome antique, que le village est habité par une tribu celte nommée les Tricastins entre le 8e siècle et 2e siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, entre 125 et 120 avant Jésus-Christ, le village est conquis puis occupé par l'Empire romain qui vont profondément changer la région qui s'étend de Toulouse jusqu'à Vienne. Surnommée la Gaule narbonnaise, de par sa capitale Narbo-Martius, qui deviendra la ville de Narbonne. Concernant le village, plusieurs constructions stratégiques sont mises en place, avec un oppidum, des postes de guet et des aménagements défensifs. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les premières exploitations de carrières à ciel ouvert, d'où l'on extrait une pierre pour son aspect blanc d'un grain très fin et homogène, qui révèle de nombreuses qualités. Elle est expédiée dans tout le sud-est du pays, en direction de Vienne, de Orange pour son arc de triomphe, ou encore Lyon pour le théâtre romain à Fourvière. Mais aussi pour la construction de plusieurs villes, dont celle qui portera le nom d'Auguste Tricastinorum, en hommage au premier empereur romain, né orphelin, puis adopté par Jules César à l'âge de 18 ans. Cette ville, qui s'étendait sur 42 hectares, était l'une des plus importantes de la Gaule narbonnaise. Aujourd'hui, il reste encore de nombreux vestiges. Elle comptabilise près de 9000 habitants. Son nom est Saint-Paul-Trois-Châteaux. Avec les nombreuses invasions à répétition de plusieurs peuples barbares, dont le peuple Huns qui joue un rôle important dans la chute de l'Empire romain d'Occident en septembre 476, les habitants de l'oppidum de Bari se retranchent dans les hauteurs pour construire un nouveau village défensif contre l'ennemi. C'est au sommet d'une motte de terre sur le plateau de Bari que le château est construit d'abord en bois au IXe siècle, puis plus tard avec les pierres de la carrière au XIIe siècle, dont les premiers écrits en font mention pour la première fois en 1148. Surnommé le castrum de Bar dans un document de la commanderie des Templiers de Richeranche. C'est avec un schéma détaillé réalisé lors d'une promenade archéologique de Georges Trouillet que l'enceinte à la forme d'un trapèze rectangle comprend une seule tour à l'intérieur dans l'angle nord-est avec l'entrée principale située à l'opposé côté sud-est. Il aura une qualité particulière de pouvoir poster 3 archers sur une même cible sur chaque côté de l'enceinte. Au début du XIIIe siècle, après le traité signé à Meaux en 1229, suite à la croisade des Albigeois, les comtes de Toulouse doivent céder leur territoire le long du fleuve du Rhône. Ceux situés à l'ouest appartient au roi de France, tandis que ceux à l'est vont à la papauté, dont le territoire marquissat de Provence. Mais le roi de France, qui n'accepte pas que ce territoire revienne au pape,
ordonne à ce qu'il appartient de nouveau au comte de Toulouse. C'est finalement en 1234 que le marquisat de Provence est restitué au comte de Toulouse par l'empereur Frédéric II du Saint-Empire romano-germanique, qui n'apprécie pas le refus du pape concernant cette cession. Plus tard, à la mort du comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers, en août 1271, qui n'eut pas de successeur, que le territoire marquisat de Provence revient directement au roi Philippe III, qui le cédera à son tour en 1274 au pape Grégoire X, qui changera le nom pour celui de comtat venessin, qui sera la future base des papes le siècle suivant. En 1427, le pape confirme l'acquisition du château de Bari, qui appartient désormais au bourg de Bolène, qui se développe autour de son prieuré. Plus tard, après la destruction du château, le village s'organise avec la construction de nouveaux remparts et d'une chapelle au nom de Saint-André, qui est regroupée sur la partie sud du plateau, accessible uniquement la journée. C'est à partir du XVIe siècle que le village s'améliore et connaît un développement économique important avec les carrières de pierre. Cette pierre, très appréciée, va créer une véritable organisation sociale dans tout le village. D'un côté, les hommes sont chargés de l'extraire et de la transporter, tandis que les femmes et les enfants s'occupent des travaux plus légers avec les cultures, l'entretien de la maison et le soin des bêtes, ce qui établit une hiérarchie sociale dans le village. Les habitants quittent petit à petit leur maison médiévale pour des habitations troglodytes qui prennent forme au fur et à mesure de l'extraction. Après l'effondrement de l'ancienne église, les habitants construisent à la place une chapelle, Notre-Dame d'Espérance. Vers la fin du XVIIe siècle, l'apparition d'une nouvelle technique d'extraction arrive dans ces carrières pour extraire des pierres de meilleure qualité enfouies dans les profondeurs de la roche. Le but est de creuser des puits d'extraction à différents endroits relativement profonds pour accéder aux zones souhaitées et rejoindre les autres zones en créant des galeries. En 1682, le premier plan incliné est construit avec des sections comportant des virages pour un accès plus direct au site depuis la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux en contrebas. Les blocs sont tractés par des câbles tirés par des chevaux. Mais c'est durant le milieu du XIXe siècle que l'activité artisanale prend des proportions industrielles, notamment avec l'arrivée de nouvelles techniques d'extraction, de nouveaux matériels plus performants, mais aussi surtout avec l'arrivée d'un nouveau mode de transport plus pratique et plus rapide, le chemin de fer. Une voie étroite sur un plan incliné à forte pente sur une longueur de 850 mètres pour faciliter le transport des wagons remplis des 20 000 mètres cubes de blocs de pierre qui sort tous les ans. En prenant la technique du funiculaire, les wagons descendent la pente en 5 minutes maximum à l'aide d'un long câble depuis le treuil mécanique situé dans le bâtiment. Dans les galeries, une fois coupées, l'extraction se fait avec l'aide d'un câble depuis le treuil positionné sur une plateforme qui peut se déplacer
à tout moment sur la voie. Dans tout le site, on dénombre plus de 400 personnes qui travaillent chaque jour sur ce plateau de Saint-Just. Imaginez un peu tout ce petit beau monde qui faisait vivre les villages ruraux aux alentours, sur tout le territoire, dont notamment, bien sûr, celui de Bari. Et oui, en ce temps-là, dans le village, on comptabilise 500 habitants, dont la majeure partie est dispersée dans près de 50 maisons troglodytes, ce qui en fait la plus haute période dans toute son histoire. Cette pierre blanche, connue sous le nom de pierre du Midi ou pierre de Saint-Paul pour certains, est exportée dans plusieurs grandes villes pour participer à de grands projets de rénovation urbains initiés par le baron Georges Eugène Haussmann. Transférée vers Marseille, Lyon, Vienne, Grenoble, Montpellier ou encore Clermont-Ferrand en France, mais aussi dans les pays voisins comme à Lausanne, Zurich, Genève, en Suisse, mais encore plus surprenant, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, notamment avec la construction du célèbre Flatiron Building, situé sur la 5e avenue dans la ville de New York. En tout, durant cette période industrielle, c'est plus de 1 million de mètres cubes de blocs de pierre, ce qui fait environ 3 millions de tonnes qui sont extraites de ces carrières. Il faut s'imaginer à quel point c'est énorme, ce qui représente le poids de 300 tours Eiffel. C'est tout simplement gigantissime. En totalité, sur les 1200 hectares que comporte le massif de Bari, les carrières se sont étendues sur plus de 86 hectares, ce qui représente environ 7% de sa surface globale. La carrière sera en activité jusqu'au début du XXe siècle, stoppée au commencement de la Première Guerre mondiale. Les hommes sont alors réquisitionnés pour aller combattre sur le front, ce qui oblige l'abandon des chantiers. Puis sera petit à petit abandonné, notamment avec l'arrivée féroce de la concurrence d'un nouveau béton, innovant au début des années 1930, qui servira plus tard pour reconstruire les villes détruites durant la Seconde Guerre mondiale. L'une des plus grandes parties souterraines qui sera encore en activité avec une superficie de 8000 m² est transformée en 1984. Elle sera utilisée comme cave de vieillissement pour les vins d'appellation d'origine protégée, Grignan-les-Ademars. Des visites et dégustations y sont organisées pour ceux
Qui veut en savoir plus? Je vous mets le lien Cave Cathédrale du Mastéo en description, juste dessous là. Clique si tu veux. De nos jours, certaines de ces carrières sont accessibles par des chemins de randonnée qui sont pour la plupart sécurisés. Donc tout va bien. Mais il y a encore quelques-unes qui sont dangereuses, comme par exemple celle-ci qui est juste là. Alors, si vous venez promener, soyez très prudents. Concernant le village, c'est pendant ce siècle que commence le début de la fin. La majeure partie des habitants s'exodent dans les communes plus modernes des alentours. Une toute petite partie du village, qui compte encore quelques 50 habitants, se renouvelle avec une nouvelle pratique en pleine expansion, l'élevage du fer à soie, où dans certaines maisons on peut distinguer ces marques par de petits trous à intervalles réguliers dans les murs. Ce qui ne durera qu'un petit moment jusqu'à l'abandon du village, petit à petit, où le dernier habitant y vécut jusqu'à sa mort en 1976. À la fin des années 70, une association nommée Les Amis de Bari est fondée pour mener des actions et des campagnes de restauration sur une dizaine d'habitations pendant près de 20 ans. Comme celle-ci par exemple. Au début du XXIe siècle, une nouvelle association à but non lucratif nommée Bari Aéria est créée pour mener à son tour maintenant de nombreuses actions, dont notamment la sensibilisation à travers des articles et des livres, mais aussi concrètes comme le nettoyage du site avec l'aide de bénévoles, par exemple la grotte au Meul avec l'aide de 50 volontaires. Au courant de l'année 2018, le village troglodyte de Bari est tiré au sort pour participer à la mission Stéphane Bern de la Fondation du Patrimoine, pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sont ainsi près de 200 000 € qui sont récoltés pour financer les travaux qui commencent de mai 2023 jusqu'au mois de septembre 2025.
vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Gardez le sourire. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo visite et découverte. Je vous laisse avec la vue sur Bolène et ses alentours, ainsi que le Rhône au coucher du soleil. Salut!